Je suis donc Christian Pesset. Un certain nombre d'entre vous me connaissent peut-être à travers mon émission de radio le samedi matin sur RMC et au travers aussi de mon site maisonbrico.com. Je participe maintenant au groupe Système D et j'interviendrai prochainement notamment au niveau justement de la réponse aux courriers lecteurs et d'une façon générale à l'animation de cette publication bien connue puisque ses origines remontent au début du XXe siècle, dans les années 1920. Alors la problématique de la rénovation, elle a assez sensiblement évolué depuis un certain nombre d'années. On peut dire globalement que jusque dans les années 1990, eh bien, la problématique de rénovation, c'était essentiellement le confort, c'était la décoration et c'était l'équipement. En clair, on se préoccupait essentiellement de mieux vivre chez soi, tout simplement. Donc on équipait sa maison, on la modifiait, on la décorait, on la perfectionnait en quelque sorte, mais on n'avait pas véritablement d'autres raisons de le faire. Alors dans les années 70, il est intervenu quand même deux crises pétrolières, vous vous en souvenez pour faut dire les plus âgés d'entre nous, mais enfin disons ceux qui étaient adultes à cette époque-là, et ces deux crises énergétiques, ces deux crises pétrolières, eh bien, elles ont émergé et elles ont fait passer un peu au second plan pendant un certain nombre d'années les préoccupations que j'ai évoquées, c'est-à-dire confort, mieux vivre. Soudain, il y a eu une prise de conscience que eh bien, le pétrole n'était pas inépuisable et que son coût, surtout à travers tous ceux qui se chauffaient au pétrole, c'est-à-dire en clair au fioul ou au gaz, eh bien, que ce coût avait un impact certain. Et puis dans les années 80, eh bien, le coût du pétrole, le prix du pétrole a baissé, le prix du gaz a baissé, et puis ben, on a tout oublié. Donc on a revécu sur nos lauriers, si j'ose dire, c'est-à-dire que plus personne ne s'est vraiment passionné pour les problèmes d'efficacité énergétique des chauffages, d'isolation, et donc quelque part ben, on a repris notre train-train. Et puis, eh bien, depuis quelques années, c'est redevenu au premier plan, d'une part parce que le pétrole a augmenté de prix, le cours du pétrole ont explosé et on est arrivé à des prix du fioul de l'ordre d'1 euro aujourd'hui, ce qui était impensable il y a un certain nombre d'années. Donc il y a un aspect coût du chauffage, avec en plus un problème citoyen, c'est qu'ont émergé de nouvelles préoccupations qui se sont concrétisées politiquement par le Grenelle de l'environnement. Donc il y a eu une prise de conscience qu'en même temps qu'il était bon, on va dire, de moins consommer, de moins dépenser, eh bien, il fallait aussi préserver l'environnement. Alors ça a évidemment induit un certain nombre de problèmes pour vos rénovations, pour la rénovation de nos maisons. Projet de rénovation, et notamment de rénovation globale, eh bien ça vous engage pour longtemps. Ça vous engage pour longtemps, ça vous engage presque pour aussi longtemps que finalement l'acquisition d'une maison, sa construction que vous aviez pu faire il y a 20 ou 30 ans pour certains. Et donc ça suppose un certain nombre de réflexions. Alors beaucoup d'écueils surgissent au cours des travaux qui induisent la nécessité de faire des choix qui sont souvent des arbitrages et bien souvent aussi pour des raisons financières, eh bien un peu des renoncements. Vous n'êtes pas complètement libre évidemment de faire n'importe quelle rénovation. Il y a une contrainte au minimum, c'est la contrainte de coût. Puis il y a une autre contrainte qui est la contrainte de réalisation, c'est-à-dire trouver des entreprises. Une fois qu'on a trouvé des entreprises, trouver des entreprises compétentes, et puis être accompagné tout le long de son projet. Et puis, eh bien, tout cela sans céder au découragement. J'ai essayé de lister un certain nombre d'erreurs classiques. J'ai essayé de lister un certain nombre de questions à se poser. Et puis, je me suis intéressé aussi à ce que pourrait être, ce que devrait être l'analyse de vos travaux, de vos réalisations, une fois que vous avez fini ces travaux. Alors,
ce que je vais vous proposer, c'est que je vais donc vous lister un certain nombre de conseils, et puis si au fil de cette discussion, en tout cas de cet exposé que je vous fais, si vous avez des questions à me poser, parce que ça vous concerne directement, n'hésitez pas, vous levez la main, et une charmante hôtesse en côte blanche, je ne suis pas sûr que si elle bricole, elle reste longtemps blanche, mais en tout état de cause, elle vous passera le micro. Et puis, en fin de cette intervention, eh bien, je vous donnerai l'occasion de me poser des questions, en espérant que je pourrai y répondre sans quelques notes, mais j'en ai aussi amené quelques-unes sur des sujets que je sais être vos interrogations de prédilection. Donc si ça vous convient. Alors la première des erreurs, c'est une précipitation dans les décisions de rénovation. Alors il vaut souvent mieux habiter, le dis-je, quelques mois dans une nouvelle maison pour voir son comportement avant de se lancer dans des travaux. En clair, vous achetez une maison, ou bien même vous aviez déjà cette maison, mais qui était une résidence secondaire, vous n'y habitiez que les mois d'été ou quelques semaines à l'occasion des vacances des enfants ou des petits-enfants, et puis un jour, prenez votre retraite, vous arrivez donc dans cette maison. Donc là, la première des choses, c'est de la laisser vivre, cette maison. Ne pas se lancer dès qu'on a fait une acquisition ou dès qu'on a emménagé dans une maison, dans des décisions de rénovation. Parce que vous allez, au fil d'une année, constater bien ce qui va et ce qui ne va pas. Et bien souvent, vous allez vous lancer dans des travaux de rénovation, alors que ce n'est pas du tout utile. Vous allez changer un chauffage, vous allez changer des fenêtres, parce que quelque part dans la tête, eh bien des bons commerçants, et je ne leur en fais pas grief, mais vont vous avoir mis à l'esprit que quand on entre dans une maison, par exemple, on change les fenêtres. Eh bien non, quand on entre dans une maison, on ne change pas forcément les fenêtres, on attend de voir comment elle se comporte. Donc ça, c'est le premier point, la première erreur que je constate, c'est la précipitation dans des travaux. Deuxième erreur que je constate très fréquemment, c'est l'absence de vue d'ensemble et à long terme du projet et l'engouement pour les solutions à la mode. Alors ça, vous êtes nombreux aussi à arriver à ne pas faire de projet à long terme et immédiatement à vous lancer dans les solutions à la mode. La solution à la mode, c'est par exemple la pompe à chaleur. Vous achetez une maison, vous dites il va falloir me chauffer, il va falloir que j'économise du fioul, et vous prenez une pompe à chaleur. Mais vous ne savez même pas combien consomme votre maison. Donc finalement, vous êtes absolument incapable de voir le retour sur investissement que vous allez pouvoir avoir, puisqu'aujourd'hui on raisonne ainsi. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, nos parents ou nos grands-parents, ils ne raisonnaient pas comme ça. Ils entraient, ils achetaient un poêle et ils ne se demandaient pas combien ils allaient économiser par rapport à la cheminée qu'ils faisaient tourner d'habitude. Ah oui, mais maintenant, nous, on raisonne autrement. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des financements. Et que ces financements, puisqu'on fait des emprunts, eh bien, il faut bien les financer. Et comme il faut les financer, eh bien, il faut savoir combien on va faire d'économies. Mais en vous lançant, je veux dire, tête baissée, dans un projet tel que l'acquisition d'une pompe à chaleur, la chaudière à condensation, ça c'est fantastique, hein. On vous vend sans arrêt des chaudières à condensation. La chaudière à condensation, c'est très bien, mais à condition qu'elle condense. J'en parlais encore hier avec un spécialiste de la question, et qui me disait, mais si, ça condense tout le temps. Ben non, ça ne condense pas tout le temps. Eh bien, comme l'eau, elle est très chaude, et qu'elle va retourner à la chaudière tout aussi chaude, c'est-à-dire elle va arriver à 80 degrés, elle va retourner à la chaudière à 65 degrés, ben manque de chance, pour que ça condense, il faut qu'elle retourne à 55 degrés. Donc vous allez avoir acheté une chaudière à condensation parce que tout le monde vous a dit que c'était bien et parce que vous en entendez des pubs à la télé, mais résultat, elle ne condense pas. Et vous ne savez pas qu'elle ne condense pas parce que vous n'êtes pas dedans. Simplement, vous allez dire, j'ai fait une bonne affaire, parce que, qu'est-ce que je constate? Que je dépense moins de chauffage. Ben oui, mais c'est pas parce qu'elle est ou non à condensation, c'est simplement parce qu'elle est plus moderne et qu'elle a un meilleur rendement. Donc c'est le genre de seconde erreur, je dirais, à ne pas faire quand on se lance dans une rénovation. Alors, l'autre point que j'ai noté, le manque de mise en perspective des conséquences à court terme sur les relations familiales et sur celles à long terme des travaux. Alors d'abord parce que
les enfants grandissent, les enfants partent, les enfants se marient, et puis ils reviennent eux-mêmes avec des enfants ou des petits-enfants. Et là, c'est la cata parce que, en fin de compte, vous êtes engagé dans un process de rénovation et ça colle plus parce que vous n'avez pas pensé à ce qui se passera dans 5 ou 10 ans. Le cas classique, c'est, vous savez, ce très beau mot que certains connaissent, l'open space. Alors l'open space, c'est dans l'entreprise principalement, mais c'est aussi dans la maison. Alors qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a viré toutes les cloisons, hein, parce que, vous savez, c'est ce que j'appelle les gommeux de la télé. Les gommeux de la télé, vous les avez vus sans arrêt, ils gomment sans arrêt, ils font un croquis, et ils gomment. Hein. Alors les gommeux de la télé, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous font notamment les combles en open space. Alors ça c'est génial, on vous fait un grand espace, hein, et puis vous mettez les mômes là-dedans. Alors quand vous avez mis là-dedans 2 couples par exemple d'enfants qui sont arrivés quasiment à l'âge adulte, c'est pas un problème parce qu'ils se débrouillent à peu près, il faut que vous achetiez un paravent, bon c'était pas prévu dans le coût de l'opération mais c'est quand même pas très grave, hein. Mais après il y a les mômes. Et là, les gamins que vous lâchez le soir à partir de 7 h quand vous avez envie de prendre l'apéritif avec vos enfants, parce que là-haut c'est les petits-enfants qui s'y trouvent. Et là c'est le bazar. Quand je dis c'est le bazar, c'est parce que c'est pas vivable. Parce que l'évolution de l'humanité s'est faite justement par la création de pièces. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous sont allés un jour à Pompéi, c'est mieux que les grottes de Lascaux. Hein. Les grottes de Lascaux, c'est rien. Hein. Quand vous allez à Pompéi, il y a des cloisons. Ah bah oui, il y a des cloisons parce que ça correspond à l'intimité. Donc, faites attention aux perspectives des conséquences de vos travaux. Autre point, désordre dans les projets de rénovation et manque de priorité. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est évident. C'est le manque de réflexion. Et là-dessus, comptez pas beaucoup sur les entreprises, sauf si elles sont générales pour vous y aider. C'est que vous vous lancez dans tout et n'importe quoi. Alors vous allez dire, par exemple, je rentre, je parlais tout à l'heure, les fenêtres. Je commence par mettre une fortune dans mes fenêtres, je change ma chaudière, je refais ma déco. Et puis, vous n'avez pas regardé quel était véritablement l'état de la toiture. Et puis, manque de bol, la toiture, elle n'est pas bonne. Et un jour, vous êtes parti, il y a une grosse averse, ça se met à pleuvoir, et toute votre déco, elle est foutue. Donc, vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc, il y a là encore une réflexion dans l'ordre des travaux qui est importante. Alors, j'ai noté aussi le manque d'esprit critique dans les offres des entreprises et l'appréciation de la qualité et de la solidité des entreprises et les mises en concurrence. Alors, vous avez tellement de mal à trouver des entreprises, vous vous retrouvez souvent dans une situation presque où l'entreprise condescend à vous faire les travaux dans les 6 mois. Bon, déjà, vous la verrez dans un an, hein, dans le meilleur des cas, mais c'est presque un privilège qu'on vous accorde. Et là, on vous a mis en situation de petit garçon. Hein, vous êtes prêt à tout accepter et à tout gober. Alors non, hein, il faut vous assurer que vos entreprises sont fiables, il faut vous assurer qu'elles ont une bonne réputation, qu'elles ont des labels. J'aurai l'occasion éventuellement d'y revenir, mais ça c'est complètement essentiel. Et alors, un danger, le camion blanc. Aujourd'hui, les camionnettes blanches fleurissent en France, hein, avec des intervenants dont vous ne savez pas très bien d'où ils viennent et ce qu'ils font véritablement. Si vous n'avez pas un entrepreneur qui vient avec une camionnette sur laquelle il y a déjà ses coordonnées, eh bien moi je vous dis méfiance, parce que vous n'aurez peut-être pas les recours possibles, parce que vous ne saurez pas véritablement d'où vient cette entreprise. Alors, il y a quelque chose de complètement complémentaire, c'est de votre part, de la part des particuliers, le manque de prise de garantie avant la signature des engagements. Vous n'osez pas, parce que vous êtes tellement content d'avoir trouvé une entreprise, vous n'osez même pas lui demander sa carte de visite ou ses références professionnelles, et encore moins son assurance responsabilité entreprise, son attestation de garantie décennale, si ça touche des parties qui sont concernées par cet aspect des choses, et encore moins l'assurance dommage ouvrage. Alors là, il faut que vous sachiez quand même une chose précise, c'est que toute intervention qui a pour conséquence de pouvoir mettre en péril ce qu'on appelle la destination du bien, c'est-à-dire la possibilité de l'habiter, tout simplement, eh bien, est couvert par la décennale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, l'assurance décennale, c'est la garantie de 10 ans des travaux que vous pouvez donc entreprendre, ou faire entreprendre. La toiture, c'est évidemment de la garantie décennale. On s'imagine bien que si la toiture a son vol ou qu'elle est percée, vous n'allez plus pouvoir habiter dans cette maison. Les fenêtres, c'est de la garantie décennale. La façade, ça peut être de la garantie décennale. Les carrelages, même, ça peut être de la garantie décennale si c'est solidaire du bâti. Bref, tous ces aspects-là méritent que vous vous intéressiez d'abord de savoir si votre entreprise a bien une assurance décennale, c'est-à-dire si elle-même est couverte pour les erreurs qu'elle pourrait faire. Et puis il y a la fameuse assurance dommage ouvrage. Alors pour ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui m'écoutent sur RMC, je ne cesse de rappeler que l'assurance dommage ouvrage est absolument incontournable et véritablement obligatoire. Elle est non seulement obligatoire, c'est qu'elle est légale. C'est-à-dire que la loi vous fait obligation de souscrire une assurance dommage ouvrage. C'est quoi l'assurance dommage ouvrage? C'est une assurance que vous, maître d'ouvrage, j'en profite pour faire le distinguo entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, c'est vous qui commandez les travaux. Le maître d'œuvre, c'est celui qui les fait réaliser par des équipes qui peuvent être de plusieurs entreprises éventuellement. Or, l'assurance dommage ouvrage, elle est disjointe de l'assurance décennale de votre entreprise. C'est-à-dire que quand vous allez parler de dommage ouvrage à votre entreprise, elle va vous dire c'est pas la peine, je suis assuré. Sauf que si cette entreprise elle disparaît, ou si elle n'a pas payé ses cotisations pour la fameuse assurance décennale, eh bien vous devrez vous adresser à elle et l'attaquer, ce qui n'est pas commode si elle est disparue ou si elle est en redressement judiciaire, alors que si vous avez pris l'assurance dommage ouvrage avant le début des travaux, eh bien c'est votre assurance qui prendra directement en charge votre indemnisation et la relation avec les entreprises. C'est absolument essentiel. Mais aujourd'hui, comme cette assurance, comme le défaut de cette assurance n'est pas pénalisé, c'est-à-dire qu'en clair, même si la loi l'oblige, il n'y a pas de sanction si vous ne la prenez pas, eh bien, évidemment, la plupart des gens ne la prennent pas. Pourquoi? Parce que son coût est élevé, il est de quelques pourcents sur l'ensemble des travaux, mais évidemment, vous êtes déjà au taquet souvent de vos possibilités de financement, et donc vous vous dites, eh ben, je vais économiser sur les quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour des très gros travaux, de construction notamment, sur la dommage ouvrage. Donc, je vous le dis, ne vous laissez pas enfumer, comme on dit aujourd'hui, ne vous laissez pas enfumer par les entreprises qui vous disent « nous sommes solides, vous n'avez pas besoin de prendre de dommage ouvrage ». Sachez que l'assurance décennale de votre entreprise ne vous couvre en rien si celle-ci est défaillante. Ça, c'est extrêmement important. Le manque de conseils, autre défaut, le manque de conseils auprès des professionnels ou de services publics désintéressés au projet. Évidemment, si vous prenez des informations auprès de votre propre entreprise, elle est un petit peu intéressée aux résultats. Donc, vous pouvez faire intervenir des diagnostiqueurs. Vous savez, ceux qui sont de rigueur, ceux que vous devez consulter et faire travailler lorsque vous vendez un bien ou lorsque vous le louez. Mais ces diagnostiqueurs, ils ne sont pas là que pour ça. Ils peuvent intervenir sur une analyse donc, de votre maison et à la limite, même un expert peut aussi tout à fait intervenir. Et puis, il y a des services publics désintéressés, il y a l'ADEME, ils sont présents ici, il y a Qualitel, il y en a d'autres qui en plus donnent des labels qui doivent vous garantir contre un certain nombre de défauts des entreprises ou de faiblesses des choix que vous auriez pu prendre. Autre problème, le manque de précautions administratives ou légales lorsque vous entreprenez des travaux. Alors, pour une grande majorité de travaux dans la maison, eh bien, il faut prendre un certain nombre de précautions administratives, notamment la déclaration préalable de travaux, comme on l'appelle aujourd'hui, voire le permis de construire, qui est obligatoire dans de très très nombreux cas, notamment par exemple lorsque vous changez la destination d'une pièce et que vous faites le percement d'une fenêtre. Le cas type, c'est le garage. C'est le garage que vous colonisez pour en faire une pièce supplémentaire ou un bureau, mais notamment une pièce à vivre, alors qu'en fait vous n'en avez pas le droit puisque le garage n'a pas été pris en compte de la même façon que le reste de la maison, dans le cadre notamment de l'autorisation de mètres carrés du permis de construire initial qui a été octroyé. Et donc vous pouvez un jour avoir un problème fiscal
où vous pouvez, parce qu'on va vous dire, ben non, attendez, il y a tant de mètres carrés en plus pour notamment les taxes d'habitation, si vous êtes locataire ou le foncier. Et ça, très souvent, vous négligez ce genre de choses et vous avez un retour de bâton, si j'ose dire ensuite, qui n'est pas forcément plaisant, qui peut aller jusque le rebouchage des ouvertures, même si l'ouverture donne sur votre jardin et qu'il n'y a personne pour être gêné parce que vous avez fait une ouverture. Manque d'exigence dans la réalisation des devis, des délais, des facturations et des paiements. Alors là, c'est pareil, vous acceptez souvent tout et n'importe quoi. Alors j'aurai la possibilité de vous donner quelques conseils complémentaires là-dessus si vous le souhaitez tout à l'heure, mais un devis, ça doit être quelque chose de contractuel, c'est-à-dire que le devis, c'est le document contractuel bien avant la facture. Le devis, c'est votre commande, c'est celle qui vous engage et c'est celle qui engage l'entreprise. Et là, alors quand on voit les devis auxquels on est confronté aujourd'hui, je peux vous dire, j'en ai eu un la semaine dernière pour ma propre maison, où j'ai un plombier, je lui ai demandé, parce que comme je suis là, vous savez, j'ai pas beaucoup le temps d'aller réparer ma propre plomberie, et donc j'avais un certain nombre de travaux à commander sur l'ensemble de ma maison. J'ai un devis, j'ai une liste de travaux, j'ai en bas un nombre d'heures avec un total qui est le prix des pièces. Ensuite, j'ai main d'œuvre temps, et puis c'est tout. J'ai 2 lignes finalement. Bon, bah, ce devis, évidemment, je vais le faire refaire parce qu'il n'est pas du tout conforme à ce que je devrais recevoir. Et puis, dans un devis, vous devez avoir des éléments qui vous permettent de comparer. Vous devez aussi avoir dans un devis des éléments qui vous donnent la fin des travaux, avec éventuellement un dédit si vous avez quelques doutes sur la capacité de l'entreprise à tenir ses délais. Vous savez, c'est courant, hein. Bon, moi, j'ai une maison dans les Alpes-Maritimes, je n'y suis que quelques semaines par an, j'avais à peu près pour 6 à 8 mois de travaux, ça fait 4 ans que ça dure, hein. Et c'est moi, donc pas dire que je suis plus doué que les autres, enfin j'ai quand même quelques moyens de pression. Eh bien, ça n'empêche qu'il y a toujours quelque chose, et même avec des très grands fournisseurs nationaux, je ne les citerai pas par bienveillance. Ensuite, le manque d'intérêt pour les solutions, les matériaux et les équipements proposés. Alors ça, vous acceptez à peu près, là aussi, tout et n'importe quoi. On vous dit on va mettre de la laine de verre, puisque nous allons avoir une intervenante tout à l'heure sur le sujet. Vous ne vous demandez même pas de quelle marque ça provient. Vous ne vous interrogez absolument pas sur une notion par exemple essentielle qui est le lambda, c'est-à-dire en gros la capacité d'isolation de l'isolant. Ça veut dire que dans le devis on vous a mis laine de verre de 20 cm de laine de verre, mais on vous a rien dit sur cette laine de verre. Soyez curieux, posez les questions, posez les bonnes questions et interrogez-vous sur ce qu'on va donc mettre dans votre maison. Je reviens un peu sur la vie dans la maison, la sous-évaluation des besoins de la famille en équipement. Alors ça, c'est un grand classique. Donc, la sous-évaluation des besoins de la famille en équipement. Exemple caractéristique, et vous l'avez tous connu, ou en tout cas un certain nombre d'entre vous, le chauffe-eau d'un volume trop petit. Vous habitez à 2 dans une maison, ah ben vous prenez un chauffe-eau de 150 litres. Mais manque de bol, vous avez 2 enfants qui en ont fait 2 eux-mêmes, et le jour où toute cette petite famille-là arrive, au bout de la 3e douche, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau chaude. Et là, tout le monde râle, évidemment. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'avez même pas eu l'idée que la différence de prix entre un chauffe-eau de 300 litres et un chauffe-eau de 150 litres, bon allez, c'était quoi? 300 €? Mais vous vous êtes dit, bah oui, mais j'en ai pas besoin. Et vous vous êtes dit, ça va chauffer tout le temps, mais non, ça chauffe pas tout le temps, ça chauffe pas plus, ça dépense pas beaucoup plus un chauffe-eau de 300 litres qu'un chauffe-eau de 150 litres, si vous avez de la famille et la possibilité d'avoir des gens qui viennent s'installer. La surface et le nombre de pièces, ça c'est évident. On a tous toujours vu trop petit. On a tous toujours vu trop petit et on n'a pas pensé qu'il allait falloir peut-être un jour un bureau pour le gamin, qu'il allait falloir une buanderie parce que il allait falloir effectivement avoir une machine à laver supplémentaire, un sèche-linge, que les équipements allaient pouvoir aussi grandir. Et là aussi, pensez au prolongement de vos installations. Le caractéristique, c'est l'électricité. On prend tous des tableaux de répartition trop faibles.
C'est-à-dire qu'on monte des tableaux de répartition, on dit, oh, allez, 2 ou 3 appareils dedans, ça va aller. Manque de chance, au bout de 5 ans, eh ben, c'est pas 3 équipements qu'il faut mettre de plus au tableau, c'est 10. Et là, c'est qui? C'est l'électricien qui passe et qui vous refait le tableau. Et là, bingo, vous en avez pour 1 500 €, alors que vous en auriez eu pour le prix de l'équipement, simplement, et 1 heure de main-d'œuvre, si vous aviez vu juste. Le manque de rigueur dans la réception des travaux. Alors ça, c'est flagrant. Vous ne vous rendez pas compte que quand vous faites une rénovation, c'est exactement la même législation que si vous réceptionniez une maison neuve. Ça veut dire que vous devez faire une réception avec l'entreprise et émettre les réserves d'usage qui entraîneront ensuite des garanties. Et si vous ne faites pas de réserve, eh bien, vous l'avez pour vous, si ça ne marche pas derrière. Donc, lorsqu'il y a une réception, lorsque les travaux sont finis, faites venir votre entreprise, passez tout en revue, faites une liste et dites-lui, voilà ce que je vous demande de refaire, ou voilà ce sur quoi j'ai des doutes quant à la qualité du travail que vous avez pu faire. Vous signez là, je signe là, ça vous garantit. La faible efficacité, enfin, de vos recours en cas de malfaçon. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai des quantités de gens le samedi matin qui m'appellent, qui me disent « Voilà, je ne suis pas content parce que mon chauffagiste, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis ça ne chauffe pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « Ben râlez !» « Ben oui, mais je lui ai dit. » « Oui, mais non, mais râlez pas en lui disant. Hein, c'est lettre recommandée, accusé de réception, obligation de résoudre le défaut, la panne, dans un délai absolument raisonnable, mais prescrit. En clair, ça veut dire, je n'ai que 17 degrés dans ma pièce, je dois avoir 20, vous me l'aviez garanti, je vous préviens qu'il faut faire quelque chose sur mon chauffage, je veux avoir 20 degrés ou je veux qu'on me change ma chaudière, dans un délai de, allez, on va dire 5 semaines. Parce qu'il ne faut pas non plus ne pas être raisonnable. Et là, si la réparation n'est pas faite, si le remplacement n'a pas eu lieu, eh bien vous êtes tout à fait armé pour attaquer l'entreprise. L'attaquer comment? Eh bien, d'abord refaire une démarche amiable, faire donc à nouveau une lettre recommandée de mise en demeure, et puis après il y a quelque chose qui s'appelle les tribunaux de proximité, et notamment le tribunal d'instance à moins de 7 500 €, de 7 600 € d'engagement de travaux, et puis le tribunal de grande instance au-dessus. Alors le tribunal de grande instance c'est un peu onéreux parce qu'il faut recourir à un avocat, mais tout ce qui est en dessous, vous le faites gratuitement. Il suffit que vous y alliez, vous vous défendez même vous-même, vous n'avez besoin de personne. Vous avez fait faire une expertise auparavant pour vous garantir, même un simple constat d'huissier, et puis vous amenez vos pièces, et le juge statuera et demandera l'exécution, éventuellement même avec des dédits, avec des astreintes journalières, et vous en sortirez. Mais si vous entrez sans cesse dans la discussion, j'ai pas pu l'avoir, je l'ai eu au téléphone, il est débordé, etc., vous ne vous en sortirez jamais. Alors après, ces défauts que j'ai évoqués, ces manquements en quelque sorte, qui peuvent être de votre côté, eh bien, il y a aussi les questions à se poser. Alors je vais en venir aux questions à se poser avant toute rénovation. Et là, je vous demande de bien écouter parce que on est souvent, comme on dit en droit, responsable de ses propres turpitudes. C'est-à-dire qu'on a soi-même commis un certain nombre d'erreurs et après on essaie de les rapporter sur d'autres, mais en réalité, si on avait déjà pris le temps de se poser un certain nombre de questions, eh bien on n'en serait pas là. Alors avant toute rénovation d'importance, vous devez vous poser comme question, aurais-je les moyens financiers ou les ressources de financement pour réaliser les travaux que j'envisage? Ça, c'est très important. Parce que souvent, vous vous lancez dans des travaux en disant oh, ben, je vais commencer une première tranche. Allez, je vais faire une première tranche, je vais faire 5 000 € de travaux. Et puis après, je ferai une deuxième tranche, j'en ferai 3 000 €. Ben, ça ne marche pas. Il faut, dès le départ, que vous appréciez soit vos capacités donc je dirais de rentrée d'argent périodique, soit véritablement construire un plan de financement. Et là, le plan de financement, c'est quelque chose d'essentiel. N'hésitez pas, ne voyez pas trop court. Si vous avez un plan de financement avec votre banque sur 10 ans, sur 15 ans, quelques dizaines d'euros
par mois peuvent parfois tout changer. Et donc, ajuster au mieux, et même généreusement, je dirais, si vous envisagez un plan de, allez, je veux dire 20 000 € de rénovation, eh bien, faites un emprunt sur 25 millions. Sur 25 millions, 25 000. Oui, sur 25 000, sur 25 000 €, ça sera plus raisonnable. Ensuite, aurais-je le temps de réaliser ou de faire réaliser ces travaux? Ah, ça c'est intéressant, surtout si on travaille soi-même. C'est que là aussi, on tire toujours trop court. Hein. On pense qu'on s'engage dans des travaux qui vont faire 1 an, 2 ans, et puis 10 ans après, on est encore dans la galère. Vous l'avez tous connu, ça. Hein, et puis avec les conséquences que je vais évoquer ultérieurement. Autre question à vous poser, aurais-je les compétences ou trouverais-je facilement les entreprises pour les réaliser? Pas simple, ça. Pas simple, mais dans certains cas, lorsqu'on veut faire une rénovation globale, eh ben, il faut faire appel à des professionnels, non pas seulement de la réalisation, mais des professionnels de l'organisation des travaux. On aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. C'est la notion de maître d'œuvre, c'est la notion aussi d'architecte qui peut être maître d'œuvre. C'est, n'hésitez pas à vous faire aider, mais en contrôlant bien aussi ce qu'on va vous faire payer, c'est-à-dire les engagements du maître d'œuvre, de l'architecte, du technicien qui va vous assister. Sinon, vous aurez peut-être de mauvaises surprises. Les travaux, autre grande question. Les travaux ne vont-ils pas perturber ma vie professionnelle et surtout personnelle? Ça, c'est important. Parce que, alors, je vois qu'il y a à peu près une équivalence, là, il y a répartition femmes et hommes dans cette assemblée, mais les décisions de travaux, c'est souvent les mecs qui les prennent. Et ils les prennent pas forcément en pensant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, et que ce quelqu'un d'autre va être confronté à d'autres problèmes qui sont les nôtres, les mecs un peu machos, qui rentreront le soir, ça va chérie, tiens, comment que ça se fait que la table n'est pas mise, mais qu'est-ce que c'est que toute cette poussière? Et pendant ce temps-là, la femme, l'épouse, elle a galéré pendant toute la journée avec des entreprises, avec des mecs cochons qui rentrent avec leurs grosses godasses sur les tapis, qui laissent sortir le chat, qui cassent la poterie. Enfin, c'est ça les travaux, la réalité des travaux, hein, même avec les meilleures entreprises. Savez-vous que le bricolage et les travaux dans une maison sont parmi les causes principales de divorce en France? Ah oui, c'est pas le fait d'être volage, hein, c'est pas le fait d'être allé voir ailleurs, c'est le fait d'avoir eu ces putains d'employés, d'ouvriers dans la maison là, qui ont foutu le bordel pendant 2 ans, alors que c'était prévu pour 6 mois. C'est très important, prenez en compte cela. Ce qui veut dire qu'un projet de rénovation, c'est un débat familial. Ça veut dire que c'est une répartition des responsabilités, et c'est pas seulement le bon bricoleur de macho qui doit prendre les décisions. Hein. Faites une espèce de conseil de famille, réunissez tout le monde, d'abord pour demander ce que les uns et les autres ils ont envie d'avoir plus tard, et ensuite pour partager justement les contraintes qui vont être celles des travaux de rénovation de la maison. Croyez-moi, c'est extrêmement important. On revient sur les questions d'argent. Le coût des travaux sera-t-il amortissable à l'utilisation? On pense par exemple aux économies d'énergie et à la revente éventuelle du bien. Et là, il faut faire attention aussi aux plus-values. Alors, ça, c'est une question extrêmement importante. On nous vend depuis des années des travaux qui sont censés nous faire faire des économies, qui en fin de compte nous font faire surtout des dépenses, et dont le retour sur investissement n'est absolument pas garanti. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a 50 ans, nos parents, nos grands-parents, il y a 60 ans, ils ne se posaient pas ce type de questions. Aujourd'hui, compte tenu de notre mode de vie et du mode de financement de notre vie, on est obligé de se le poser. Et là, eh bien, j'aurai l'occasion aussi d'en parler, vous êtes victime de l'effet de mode. Vous êtes victime de l'effet de mode. J'ai parlé de la pompe à chaleur. Alors, le plus bel effet de mode qu'on a pu avoir depuis 20 ans, c'est les fenêtres isolantes. On vous a refourgué des centaines, des milliers, des millions, que dis-je en France, de fenêtres isolantes qui servent à rien. Elles servent à rien parce que si elles vous ont donné l'impression
qu'il n'y avait plus l'effet de froid, mais elles ne servent à rien, parce que si autour vous avez un mur qui est une passoire thermique, hein, eh bien sur le bilan énergétique de la maison, vous n'avez fait pratiquement aucune économie. Et même pire, bien souvent, vous vous êtes retrouvé avec plein d'humidité autour de la fenêtre, parce que vous avez créé des ponts thermiques qui ont généré de l'humidité, et l'humidité, ça a généré des moisissures, et régulièrement le samedi matin, vous m'appelez en me disant « mais c'est drôle, j'ai changé mes fenêtres, maintenant j'ai du noir autour ». Bah oui, parce qu'en plus ça a été monté n'importe comment, on vous a surtout vendu une fenêtre isolante, mais on ne vous a pas vendu la qualité de pose avec. Donc, il faut véritablement s'interroger sur, même dans les meilleures conditions, sur le retour sur investissement. Le grand classique, c'est le chauffe-eau solaire. Il ne se passe pas 2 mois à la radio que je n'ai un auditeur ou une auditrice qui me dise « voilà, je voudrais installer un chauffe-eau solaire, qu'est-ce que vous en pensez ?» et ajoute timidement « est-ce que ça va être économique? Est-ce que ça va me permettre de faire des économies ?» Mais évidemment non. Évidemment non. Parce que personne d'entre vous, peut-être, ne s'est véritablement posé la question de savoir, par exemple, combien coûtait votre eau chaude sanitaire, j'entends en chauffage, je ne parle pas en eau, par an. Est-ce que vous le savez? Il y a quelqu'un qui peut me dire combien il dépense en eau chaude sanitaire, c'est-à-dire en électricité, par exemple, si le chauffe-eau, s'il y a un ballon d'électricité? Eh bien non. Eh bien, le résultat, c'est, allez, pour une famille de 4 personnes, allez, et je suis généreux, c'est 450 € par an. 450 € par an. Un chauffe-eau ordinaire, aujourd'hui, chez Casto, pour ne pas le nommer, c'est 350 €, un 200 litres. Bon. Si vous changez demain votre chauffe-eau, il est évident que vous allez investir une somme dérisoire, puisqu'en plus, il va remplacer le précédent, alors que si vous installez un chauffe-eau solaire, ce qui est très bien par ailleurs, mais je vais revenir dessus. Pourquoi? Vous allez dépenser 2 000 €, voire 3 000 €, parce qu'on va vous vendre un bazar supplémentaire à l'occasion pour bénéficier de crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'on va vous vendre le bénéfice d'un crédit d'impôt pour acheter quelque chose de très cher, mais que vous mettrez 7 ans, parce que c'est le coût moyen, c'est le temps moyen de retour sur investissement sur un chauffe-eau solaire. Et au bout de 7 ans, eh bien, si vous avez de l'eau un peu calcaire, votre chauffe-eau il est mort. Donc vous n'avez rien récupéré du tout. Vous avez simplement fait un beau geste pour l'environnement. Et ça c'est bien. Mais ça fait partie, je dirais là, de questions éthiques qu'on peut se poser si on a de l'argent dans sa poche. Mais si on prend un chauffe-eau solaire parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on emprunte pour ensuite avoir un retour sur investissement, eh bien l'opération, elle n'est pas bonne. Et donc cette question, vous devez effectivement vous la poser. Même si pour la préservation de l'environnement, je ne peux moi que vous conseiller d'installer un chauffe-eau solaire. Parce que c'est un beau geste, parce que c'est bien, parce que... Et puis si ça dure plus de 7 ans, eh bien là vous aurez un retour sur investissement. Je n'entrerai pas sur les questions du photovoltaïque, sauf si vous me posez des questions, et qui là aussi pose le même type de questions. Ne pas hésiter à faire ou à faire faire les corrections quand vous avez encore les entreprises sous la main. Ah, là encore, en voilà un bon sujet. Bon, au revoir, monsieur, dame, ça y est, c'est terminé. Non. Restez là, s'il vous plaît. Le chèque, vous l'aurez quand on va avoir fait le tour de la question, le tour de la maison, et peut-être même, puisque vous pouvez toujours en plus en garder 5%, ça c'est la loi, vous pouvez même en garder un peu plus, on va déjà voir si tout ça, ça marche. Et surtout, si à ce moment-là, vous dites « Ah, c'est moche parce que là, j'aurais peut-être dû prévoir un radiateur supplémentaire dans le bureau ou pourquoi pas dans le garage, parce que j'y bosse de temps en temps le samedi et finalement il fait pas chaud. Pendant que vous les avez, vous dites stop, attendez, vous partez pas, vous posez la caisse à outils, vous me dites combien ça coûte et vous me remettez le radiateur supplémentaire pendant que vous êtes là. Parce que sinon vous les reverrez pas, faut pas rêver. Hein. Ou alors vous les reverrez 2 ans après et on remettra les compteurs à zéro et ça vous coûtera beaucoup plus cher. Je le disais tout à l'heure, faire participer la famille autour de table, faire participer la famille aussi aux conséquences, je dirais, de tout ce qu'ils auront vécu pendant un certain nombre de mois. Donc, faire le point en fin de travaux, encore une fois, avant d'avoir lâché vos entreprises, faites le point pour voir si tout le monde est content, voir si ça leur satisfait. Sinon, mais c'est le poison pendant des années. Mais Pierre, t'as pas vu là,
Hein, tu pouvais pas quand même penser qu'il fallait mettre une cloison ou une porte à cet endroit-là? Mais enfin, t'es vraiment un nul. Oui, mais t'avais qu'à me le dire. Et puis, bah, oui, mais j'étais pas là ce jour-là. Mais qu'est-ce que tu foutais? T'étais dans les magasins, t'étais allé t'acheter une paire de chaussures ou un sac, t'avais qu'à être là, etc. Donc, c'est la galère. Engager toute la famille à la réflexion, à l'analyse et quelque part, donc, je dirais à la critique de ce qui a été effectué. Voilà un certain nombre, j'ai peut-être été long, mais j'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible, mais vous en avez peut-être d'autres à nous raconter d'expériences, donc n'hésitez pas. Mais je pense qu'une opération de rénovation, ça doit être un beau projet. Ça doit être un projet de plaisir, ça doit déboucher sur plus de bien-être avant tout. Plus de bien-être avant tout. Aujourd'hui, on ne cesse de vous répéter, de vous rabâcher qu'il faut faire des économies, qu'il faut dépenser moins, qu'il faut polluer moins, etc. Mais avant tout, quand vous bricolez ou quand vous demandez des travaux, faites-vous plaisir. C'est déjà assez pénible d'engager ce type d'opération, et à plus forte raison de le faire soi-même. Faites-vous plaisir. Et donc, pensez d'abord à votre bien-être, pensez d'abord au bien-être des vôtres, et puis, évidemment, essayez de ne pas vous ruiner.